Donc ça me permet d'aller sur le personnage de Bix. Comme j'ai dit, Adrien Arjona m'a beaucoup surprise dans ce rôle-là, parce que du coup c'est un personnage qui est très femme. En plus c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est très femme forte au départ en fait. C'est que c'est une mécanicienne, donc elle a un côté un peu masculine, elle a déjà un mec, elle vit une vie heureuse avec lui. Et puis t'as ce mec-là, d'ailleurs, je pense pour moi c'était l'une des quelques facilités scénaristiques de la première saison. C'est ce mec-là qui va balancer Cassian à l'Empire, et c'est à cause de lui que Cassian va être pourchassé. Et lui il va mourir comme une merde en se faisant tirer dessus pour essayer d'aller voir Bix. Mais voilà. Bix, en tout cas, c'est un personnage qui devient une femme forte. C'est ça qui est intéressant, c'est une femme forte qui va être déconstruite au fur et à mesure, en fait. C'est que, comme j'ai dit, elle a un côté très masculin. En plus, elle se bat déjà pour la rébellion parce qu'elle vend des armes déjà à Luthen. Et là, elle perd son mec. Ensuite, suite de la saison 1, elle se fait kidnapper par l'Empire, elle se fait torturer par l'Empire. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec le personnage de Bix, c'est qu'en fait, on développe tout ce qui n'était pas réaliste avec la princesse Léa dans Un Nouvel Espoir. Parce que Léa, dans Un Nouvel Espoir, vit à peu près la même chose que Bix vit dans Andor, en fait. Parce que derrière, ils ont refait le même plan de la scène de torture de la princesse Léa, où tu as la caméra qui pivote vers un Stormtrooper qui marche tout droit. Ils ont fait le même plan avec Bix qui se fait torturer avec une machine comme Léa dans Un Nouvel Espoir. Également, perd énormément de personnes dans cette série, perd énormément de proches et est extrêmement traumatisé et attristé par tout ce qu'elle perd dans la série. Là où Léa, dans Un Nouvel Espoir, ça m'a toujours paru bizarre que devant la destruction de Alderaan avec son père qui meurt à l'intérieur, pour moi, elle réagit pas assez fort, elle est beaucoup trop... Elle réagit pas assez, elle devrait être beaucoup plus effondrée que ce qu'elle l'est dans Un Nouvel Espoir. Et puis, j'ai pas du tout l'impression qu'elle s'est fait torturer dans le film également. Là où Bix, c'est vraiment la version réaliste de la princesse Léa, du coup, dans Andor, du coup, dans Un Nouvel Espoir. Donc on la voit se faire torturer. Là, on parle encore de génocide, avec l'Empire qui se sert des civilisations qu'ils ont massacrées pour les reconvertir en machines de torture, en fait. C'est que la machine de torture du Dr Gorst, encore une fois, une acteur qui a vraiment une gueule, qu'on n'oublie pas, le Dr Gorst, l'acteur, vraiment, il a une gueule qui fait qu'on se souvienne de lui. Et ils se servent des massacres qu'ils ont commis pour créer des machines de torture. En fait, les machines de torture, c'est des cris de bébés aliens qui sont tellement puissants que ça impacte le cerveau, et c'est ça qui va torturer Bix, du coup. Et vraiment, la différence de Bix en début de saison et en fin de saison 1, vraiment le visage qu'elle a, toute pâle, presque morte de l'intérieur, presque sans émotion, c'était super choquant de voir ça dans une série Star Wars, et donc l'avoir encore traumatisée en saison 2 parce que le Dr Gorst l'a fait était totalement logique. J'ai bien aimé voir sa vie un peu plus de paysante, donc dans l'arc du coup de Minaro. D'ailleurs, j'aimais beaucoup la planète Minaro, qui était une planète d'agriculture, où tu voyais quand même qu'il y avait de grandes montagnes qui étaient numérotées par l'Empire, donc tu voyais quand même la trace impériale dans la planète, qui marchait très très bien. Ou bien sûr, dans cet arc-là, elle va subir une tentative de viol par un sergent impérial. Pareil, ce sergent impérial, excellent acteur, il y a vraiment une gueule d'impérial, vraiment, il est détestable au possible, l'acteur a fait un très bon taf. Ils ont que des bons acteurs, comme je dis, même les acteurs secondaires, comme j'ai dit. Elle subit une tentative de viol, elle bat le gars elle-même toute seule. Et ensuite, en sortant de sa tentative de viol, elle découvre Brasso qui est mort. Donc tu vois, le personnage vit tellement de choses traumatiques, et même là, quand elle se rend compte que Cassian a tué un jeune homme, même là, elle est traumatisée, elle fait des cauchemars de Dr Gorst, elle fait des cauchemars de ce que Cassian a fait. Et donc même Cassian ne peut pas la consoler parce que c'est Cassian qui a commis ces trucs-là, qui a commis ces actes plutôt inhumains. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on développe une Bix qui limite, elle s'enferme chez elle, elle essaye de vivre un peu, elle essaye de vivre une vie normale, elle veut aller au parc, elle veut aller au supermarché avec Cassian, mais Cassian est trop paranoïaque, il s'absente beaucoup trop, et donc elle est sa cheville sur son lit avec un flingue parce qu'elle est paranoïaque, elle regarde la télé, elle mange n'importe quoi, elle prend des médicaments pour essayer de dormir. Donc c'est un personnage qui est vraiment détruit de l'intérieur, et j'ai bien aimé les séquences d'humanité qu'elle avait avec Cassian, où vraiment quand il se touchait la peau en pratiquant cette culture de Férix entre eux, ça c'était assez beau, et on voit que leur amour est sincère, mais que l'Empire est trop fort en fait. La rébellion est trop forte également. C'est que l'Empire l'a tellement traumatisé que Cassian ne suffit pas, et qu'il faut se débarrasser de l'Empire en fait. Elle peut pas vivre si l'Empire est encore là, quoi. L'Empire lui a fait beaucoup trop de mal pour qu'elle baisse les bras entre guillemets, quoi. Et donc c'est ça qu'on remarque dans l'arc de Yavin, c'est qu'elle vit à Yavin avec Cassian, mais elle est toujours dans une hésitation permanente, et donc quand elle croise cette guérisseuse de force qui lui dit que Cassian est destiné à être un messager, à être une grande personne qui va sauver la galaxie entre guillemets, Bix se rend compte que Cassian a un navire qui est plus grand qu'elle, et elle peut pas laisser Cassian s'échapper de cet avenir-là juste pour vivre une vie heureuse avec elle, quoi. Et donc Bix, au final, moi je pensais qu'elle allait peut-être rejoindre la rébellion de façon à faire des missions, à tuer des gens, etc. Non.
c'est vraiment la compagne de Cassian, et son sacrifice à elle, c'est quitter Cassian, quoi. C'est un personnage qui, elle aussi, est tombé aussi dans les noirceurs de la rébellion, puisque la seule chose qui lui a permis de se consoler un peu, c'est de se venger du Dr Gorst, du coup en torturant le Dr Gorst, en le faisant exploser, et en tuant des impériaux sur le chemin. Donc c'était l'une des séquences les plus badass de la saison. C'est un personnage qui elle-même a rejoint la rébellion, mais par la pure émotion, par la vengeance pure, en fait. Et donc c'est un personnage qui est déjà tombé dans le côté obscur, et qui ne peut plus se permettre de retomber dans le côté obscur, et qui ne peut pas se permettre de laisser Cassian s'échapper de sa destinée. Donc cette séquence où elle quitte Cassian, où elle s'en va, elle lui laisse ce message, surtout avec la phrase, tu vois, c'est très mélodramatique, mais la phrase où elle dit que ouais, une fois que l'Empire sera battu, on pourra revivre notre vie ensemble, heureux, etc. Alors qu'on sait que Cassian va mourir, et qu'ils vont plus jamais se revoir. Donc ouais, elle a un arc qui est très touchant, quoi. Elle a subi tellement de choses. J'ai rarement vu un personnage féminin subir autant de choses sans que ça paraisse gratuit, irrespectueux, comme par exemple des films de slasher où on torture des femmes, etc. Non, là, j'ai trouvé tout ce qui était développé sur Bix pertinent, parce que déjà, ça a permis à Adria Arjona de développer un jeu d'actrice absolument incroyable. Vraiment, elle m'a énormément... Son message à la fin m'a détruit émotionnellement. Son message à la fin, j'étais aussi détruit que Cassian, et jamais été aussi triste pour Cassian que dans cette séquence-là spécifiquement. Donc son message de fin où elle abandonne Cassian, elle se sacrifie pour la rébellion, et on devine qu'elle garde le contact avec Vel quand même, mais c'est pas suffisant. Et ensuite on voit qu'elle a un gosse du coup avec Cassian, un enfant que Cassian ne verra jamais, et elle ne reverra plus jamais Cassian. Mais je trouve ça beau que dans le premier endroit, elle a su retrouver refuge après Ferrix. Du coup, dans ce pays agricole qui rappelle bien sûr un peu l'univers de Ferrix, c'est là qu'elle va vivre une belle vie avec BB2, avec le fils de Cassian. Et donc, le plan de fin de la série est là pour nous rappeler pourquoi Cassian est mort, en fait. C'est ça, le sacrifice de la rébellion, c'est la vie, c'est les proches, c'est l'avenir, c'est la nature, et la fin de la série représente l'objectif de la série et l'objectif du message de la série. Et Bix représente vraiment le cœur de ce qu'est le message de la série. Et c'est en ça que le fait qu'on ait un personnage qui subit de la torture, du viol, des trucs comme ça, ça a construit un personnage extrêmement fort en émotion, un personnage qui mérite le repos et qui à la fin obtient son repos. Et j'étais contente qu'il ne l'ait pas tué du coup, heureusement. Donc elle a une très belle fin. Et franchement, on n'est pas obligé de faire des grandes femmes badass, tu vois, dans Star Wars. On peut faire aussi des figures très émouvantes et très fortes, juste par le vécu qu'ils ont, et par le courage qu'elle peut avoir, par les gestes les plus simples, en fait. Donc franchement, très très bon personnage. Ça me fait aussi penser au personnage de Brasso. Brasso, ça va être très rapide, mais Brasso c'était vraiment le meilleur pote de Cassian. Personnage ouvrier qui critique un peu le monde ouvrier de l'univers de Star Wars, assez inégal par rapport à l'Empire qui exploite la culture ouvrière. Mais voilà, je pense qu'on va pas être Ferrix en général, je pense, comme ça tout sera fait. Mais voilà, c'est un personnage qui, ouais, dès sa première scène, il choisit d'aider Cassian, il choisit de mentir pour aider Cassian à s'enfuir. Et sa dernière scène dans la série, quand il meurt, c'est pareil, il choisit de faire croire que son pote fermier l'a trahi et l'a balancé pour éviter que lui soit soupçonné d'être un rebelle. Et donc il meurt en sauvant ce fermier et sa famille. Et donc quand il part en speedster pour essayer d'aller sauver Wilbon, là on te fait la même mort que Melchi dans Rogue One, en fait. On voit un Stormtrooper tirer, et lui on le voit pas se faire tirer dessus, on voit juste son cadavre après. Donc il y a un côté très brutal qui marche bien, mais qui est vraiment fidèle au personnage de Brasso, dont tout ce qu'il va faire jusqu'à la fin, ce sera protéger sa famille, protéger Ferrix, protéger les gens qui l'ont aidé. Et ça a toujours été un personnage extrêmement humain, Brasso, vraiment, le fait que ce soit lui qui est... Je me rappelle encore la séquence où il retransmet les dernières paroles de la mère de Cassian à Cassian, qui était très très touchante, et le fait que ce soit lui, du coup, qui tienne la brique de Marva, parce qu'il y a aussi la culture de Ferrix qu'il faut évoquer aussi, le fait que les cendres de tous les habitants de Ferrix soient reconverties en briques qui vont être instaurées dans les bâtiments de Ferrix, parce que du coup, chaque personne va devenir un monument de la ville de Ferrix. Je trouve que l'idée est tellement cool et tellement symbolique, et montre l'importance de l'humain après la mort, et le fait qu'il faut bâtir des choses et pas en détruire. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et donc le fait qu'ils se battent avec la brique de Marva pour défoncer tous les impériaux. Et donc du coup quelque part Marva s'est battue avec eux du coup dans la fin de la saison 1. Ça c'était assez cool comme idée également. Et sa relation avec BB2 est très touchante. C'était cool de voir qu'il avait une copine, qu'il avait une vie assez heureuse avant sa mort. Et donc oui, Brasso c'était vraiment le gars sûr, et c'est vraiment un super personnage aussi. Et ça nous rappelle aussi que oui, Cassian aussi meurt en cendres, parce que Cassian meurt de l'explosion de l'étoile de la mort. Sauf que oui, malheureusement ses cendres ne deviendront jamais des briques. Donc sa mort est encore plus tragique
tragique, encore une fois on rajoute des couches sur sa mort dans Rogue One encore une fois, mais voilà, très bon personnage Brasso, et encore une fois c'était super intéressant de voir la culture de Ferrix, déjà pareil, ils ont créé un vrai décor, une vraie ruelle en briques, et franchement ils ont fait un super design, et j'ai bien aimé tout l'idée, tout le design de Ferrix. Il y avait des fans de Star Wars qui avaient gueulé sur le fait qu'il n'y a pas des briques dans Star Wars, ta gueule, il y en a à Naboo. Voilà, le fait que t'as un mec qui sonne une cloche pour les horaires de travaux à chaque fois, et puis dès que l'Empire arrive, t'as toute la communauté qui communique avec des petits bruitages, avec des petites sonnettes qui font qu'ils se contactent tous, et tout ça c'est super cool, et j'ai bien aimé tout l'univers des sœurs de Ferrix, l'univers bien sûr de la cérémonie sur la mort de Marva, où ils se réunissent tous en chantonnant une musique, et j'ai pas parlé du générique de la série, tiens, dans le sens où ce qui est cool, le générique c'est un très très con générique, j'ai bien l'idée du générique, en fait c'est une lune qui se relève, et en fait ça forme le logo de la rébellion avec le nom d'Andorre, l'idée est assez cool, de passer d'une planète au logo de l'Alliance Rebelle. Mais et j'ai bien aimé le fait que les musiques de chaque intro de chaque épisode soient pas les mêmes. La musique finale de la fin de la saison 1, ce soit la combinaison de quasiment toutes les musiques qu'on a eues de tous les génériques précédents, qui remontent la combinaison de toutes ces alliances, de toutes ces individus, de toutes ces causes, en une seule cause, qui est l'Alliance Rebelle. Et j'étais un peu déçu qu'on n'ait pas eu ce type d'idée-là pour les génériques de la saison 2. Ou dans la saison 2, ils ont eu plus d'idées ils ont eu plus d'idées diégétiques. C'est que par exemple, la musique dans un épisode est interrompue par la radio de Cléa, et puis par exemple, on a le setting du générique qui se révèle être le setting où le vaisseau de Cassian flotte dans l'espace, par exemple. Donc il y a eu quelques idées comme ça, et le fait que du coup l'épisode sur Luten, la musique du générique soit le thème de Luten aussi. Mais du coup, là, ils ont fait plus simple. La musique du dernier épisode, c'est le thème classique de la série. Donc j'étais un peu moins fan de l'utilisation de la musique, encore une fois, comme je l'avais déjà dit, en saison 2. Et c'était cool de voir que le thème, en fait, de la série, en fait, soit plus ou moins chanté par tous les habitants de Ferrix, qui sont en train de créer cette grande parade musicale qui provoque l'Empire. Et ensuite, ils se battent contre l'Empire. Donc avec cette séquence très forte en émotion, t'as cette rébellion après le discours de Marva, qui nous a créé une fin de saison absolument folle. Je sais pas si j'aime pas le fait qu'on sache pas ce qu'est devenu Ferrix ou pas. On suppose que Ferrix a été un peu démantelé, quasi détruite depuis les événements de la saison 1. Mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de laisser ça libre à l'interprétation et de nous dire que que tous les personnages qu'on suit, ce sont les derniers vestiges de Ferrix en fait. Du coup, c'est plus triste de savoir du coup que le personnage de Wilmon, du coup, à la mort de Cassian, du coup, est certainement le dernier vestige de Ferrix en fait, avec Bix. Donc le personnage de Wilmon qui a eu une giga promotion, Wilmon. Parce qu'en saison 1, c'était juste le fils du père d'un personnage de Ferrix. À un moment donné, son père va se faire torturer, il va se faire tuer par l'Empire. Et là, à la fin de la saison 1, le mec il va devenir tellement extrémiste qu'il va fabriquer une bombe pour se venger de la mort de son père. Et là, l'acteur, dans cette séquence-là, il avait lâché un regard de haine, d'émotion, de tristesse, qui le rendait tellement... Et en fait, même ce mec-là, il est plus jeune que moi, et le charisme de dingue qu'il avait dans ce plan-là, j'ai l'impression que Tony Gilroy l'a vu et s'est dit, ok, ce mec-là, il aura plein de scènes en saison 2, et qu'en saison 2, on va carrément lui créer un arc. Et j'ai bien aimé le fait qu'on lui ait donné un arc très Rebel Moon, mieux que Rebel Moon, où le fait qu'il vit la belle vie dans des champs d'agriculture avec une jolie fille, etc. Et bien sûr, l'Empire va tout gâcher. Il y a un côté très Inglourious Basterds dans la partie Minaro. Bien sûr, t'as les impériaux qui vont voler les productions de blé des éleveurs, des agriculteurs, etc. Et en même temps, ils sont en train de dégager tous les immigrés sans papier de Minaro, alors qu'au final, les sans-papiers, ils se servent de sans-papiers parce que ça leur fait plus de main-d'œuvre pour l'Empire. Donc toute la partie à Minaro, ça traitait de l'immigration. Ça traitait de l'égalité de l'autorité face à des producteurs d'élevage, d'agriculture, etc. Donc ça c'était très, très intéressant aussi dans cette idée-là. Et donc t'as Wilmon qui lui, tous les personnages de cette série se sacrifient en fait. Et Wilmon lui choisit l'amour en fait. C'est qu'avant de partir quitter sa copine, il choisit d'aller parler à sa copine, et c'est en partant parler à sa copine que Brasso va mourir en fait, parce que Brasso va mourir en essayant d'aller le chercher en fait. Donc c'est là qu'on voit vraiment le contraste entre l'amour et le sacrifice. Et le sacrifice, il va le faire en quittant sa copine, et ensuite en devenant du coup un véritable rebelle qui veut se venger de l'Empire. Et donc j'ai bien aimé tout l'arc avec Saw Gerrera, on va parler de Saw Gerrera juste après je pense, mais tout l'arc avec Saw Gerrera, on voit que le mec il a construit un truc super important, et t'as Saw Gerrera qui réussit à lui parasiter le cerveau de manière à ce qu'il devienne un véritable extrémiste en fait. En fait c'est très cohérent que Wilmon soit avec Saw Gerrera, parce que Wilmon il a créé une bombe, c'est ça son premier acte de rébellion, donc c'est un acte qui fait très Saw Gerrera-esque, donc j'ai trouvé ça cohérent de le coupler avec Saw Gerrera durant un arc.
Et ensuite, on le voit durant l'arc Gorman, on voit qu'il s'est encore fait une copine à Gorman, donc le mec, il a couché avec tout le monde dans cette série. Et là aussi, cette fois, on voit que c'est un personnage qui agit quand même beaucoup par vengeance. Hein. C'est beaucoup de ses arcs, c'est par vengeance, il y a beaucoup de haine en lui, parce qu'il veut se venger de Dedra, et en même temps, il va à Gorman également pour l'amour de sa copine aussi. Et d'ailleurs, je trouve ça plutôt cool que du coup, lui, alors que lui s'est sacrifié pour essayer de rester avec sa copine, bah, j'ai trouvé ça plutôt cool que lui et elle survivent au final à la fin de la série, et qu'au final à la fin, bah, lui peut plus se battre sur le terrain parce qu'il a le genou totalement niqué, mais qui reste un rebelle quand même, et qui reste surtout un rebelle fidèle à Luten. J'ai bien aimé le fait qu'il soit fidèle à Luten, dans le sens où c'est tellement le personnage qui serait fidèle à Luten en fait. C'est comme on l'a dit, c'est un personnage qui est très extrémiste avec Saw Gerrera, avec Luten. Donc j'ai bien aimé le fait que ce personnage-là, c'est vraiment le personnage qui, après Rogue One, après la trilogie, c'est probablement le personnage qui doit avoir le plus de redevance et de pensée envers Luten. C'est probablement lui et Cléa doivent être les personnages les plus proches de l'héritage de Luten, j'ai envie de dire. Donc j'ai bien aimé le voir prendre la défense de Luten aussi, donc lui aussi c'était un plutôt bon personnage qui a une fin assez sympa, une fin plutôt heureuse du coup, puisqu'on suppose qu'il survit avec sa copine. Et c'est là qu'on voit le paradoxe avec la série, parce que sa copine, on est censé la détester parce que c'est à cause d'elle que Cinta est morte. Donc je trouve qu'il y a plein de contrastes concrets sur l'ambiguïté de la rébellion, où t'as des gens qui peuvent mourir par accident, mais on y reviendra aussi. Donc Saw Gerrera, je crois qu'il a genre 6-7 scènes à tout casser dans toute la série. Et moi j'ai bien aimé le fait qu'on développe le personnage de Saw Gerrera, qui est un personnage qui est préexistant, parce qu'il était dans Rogue One, mais il était surtout dans Clone Wars, où dans Clone Wars on avait découvert que c'était déjà un rebelle contre les séparatistes. Et à la base c'est un personnage qui avait été créé par George Lucas pour sa série télé qu'il devait faire à l'époque, qui s'appelait Star Wars Underworld, qui d'ailleurs me fait beaucoup penser à Andor, dans le sens où il y a beaucoup de séquences qui font très bas-fond de Coruscant, thriller politique, que Star Wars Underworld aurait dû avoir, qui d'ailleurs, à la manière d'Andor, aurait dû être la série Star Wars la plus chère de tous les temps, et même être la série la plus chère de tous les temps, c'est pour ça que ça s'est pas fait. Mais voilà, Saw Gerrera, j'ai l'impression, je suis assez content de voir Saw Gerrera dans cette série, parce que ça me rappelle un peu le fait qu'il aurait dû être dans la série que George Lucas avait prévue, et je pense que Andor est la version la plus proche de ce qu'on aura de ce que Lucas voulait faire de ça. Et j'adorerais savoir ce que Lucas pense de Andor, parce que Andor, je pense que dans les thématiques, c'est la chose la plus proche qu'on ait jamais eu de ce que Lucas a fait dans le côté historique, et thématique et politique. Donc voilà, peut-être qu'il a jamais vu malheureusement, mais bon, ce sera toujours triste. Mais j'aime bien le fait qu'on arrive quand même à te montrer le contraste entre Saw Gerrera et Luten Rael, dans le sens où Saw Gerrera c'est un personnage qui est extrémiste, qui commet des attentats politiques, c'est un terroriste. Saw Gerrera c'est un personnage qui perd la boule, qui est très paranoïaque, et j'avais bien aimé le fait que Luten joue de sa paranoïa en lui faisant croire que l'un de ses hommes était un traître, et en lui demandant de sacrifier j'ai bien aimé ce petit arc là de Anto Krieger, où du coup il y a tout un arc entre Saw Gerrera et Luten, où pour éviter de se faire cramer par l'Empire, bah, ils doivent sacrifier un camp de rébellion entier, le camp de Anto Krieger. Et ce qui est fou, c'est que juste avec le dialogue et l'acting, on arrive à rendre cet arc-là extrêmement fort, en tension, en plus avec deux acteurs incroyables, Stellan Skarsgård et Forest Whitaker bien sûr. Et alors que Anto Krieger, le mec on le voit jamais, on sait que le mec on le voit jamais, il crève hors champ, il se fait tuer par l'Empire hors champ. On voit que Saw Gerrera un vrai respect pour la vie, un vrai respect pour les rebelles. C'est quand même un rebelle parmi les rebelles, là où Luten est prêt à sacrifier n'importe qui pour sa cause, quoi. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on développe bien la scission entre Luten et Saw Gerrera, qui est tellement paranoïaque qu'il n'arrive pas à savoir mais qui est Luten en fait, c'est qui ce mec là en fait. Donc ça c'est quelque chose qui marchait bien en saison 1, et j'ai bien aimé le fait qu'en saison 2 on développe un peu l'obsession de la mort en fait de Saw Gerrera. Et ça, je trouvais que c'était quelque chose de fascinant par rapport à son personnage-là, parce que Saw Gerrera, c'est un personnage qui va mourir dans Rogue One, bien sûr, et le fait que tout ce qu'il fait dans la série, bah déjà, c'est encore paranoïaque, parce que bien sûr, il demande à Willmon de former quelqu'un pour créer quelque chose qui va libérer un gaz, et ensuite on découvre que ce mec-là était un traître, et donc Saw Gerrera le tue. Mais personnellement, moi, je suis prêt à me dire que peut-être que ce mec-là était pas du tout un traître et qu'il l'a tué gratuitement parce que c'est Saw Gerrera et c'est un mec paranoïaque, et que donc il a juste voulu se servir de Willmon à sa place, quoi. Donc on voit quand même qu'il est prêt à sacrifier des gens pour sa cause, pour la mort. Encore une fois, c'est que c'est un personnage qui n'a pas peur de la mort, qui s'en fout de la mort. Il veut même mourir en fait. C'est un personnage qui a fait ça toute sa vie. C'est ce qu'il dit dans l'histoire qu'il raconte à Willmon. C'est qu'il a vécu son enfance dans l'esclavagisme avec des cadavres partout par terre, dans la puanteur, dans l'humidité. Et en plus, dans Clone Wars, en fait, c'est un personnage qui a toujours été en guerre, en fait. Parce que dans Clone Wars aussi, avant même que l'Empire arrive, il était déjà en guerre contre les séparatistes. Et en plus, dans Clone Wars, il perd sa sœur, ce qui était très proche de sa sœur dans Clone Wars. Et donc, je trouve ça cool. J'ai bien aimé la séquence où il compare le gaz, le rhodium, je crois que ça s'appelle, le rhodium, à sa sœur. Parce que, pour ceux qui ont vu Clone Wars,
Bah, ça veut dire qu'il remplace un peu le bonheur, le bonheur, en tout cas la douceur que pouvait lui apporter sa sœur avant de mourir. Bah, il l'a remplacé avec le rhodium, en fait, qui est un gaz qui le tue petit à petit. En fait, c'est de la drogue, en fait. Il se drogue, en fait. Et je trouve que ça justifie totalement à pourquoi le mec il a une voix ultra aiguë dans Rogue One. Et du coup, on sait ce qu'il respire dans Rogue One. Le gaz qu'il respire dans Rogue One, en fait, c'est du rhodium, en fait. Donc ça justifie pourquoi dans Rogue One le mec est totalement timbré en fait. Le mec il est timbré, il est paranoïaque, on pense que la rébellion l'envoie le tuer. Et du coup à la fin quand il meurt, il accepte sa mort parce que c'est un personnage qui veut mourir en fait. C'est pour ça qu'il prend du rhodium tout le temps, parce que ça lui fait du bien et il sait que ça lui tue, il sait que ça lui bousille la santé, mais il s'en fout. C'est un mort-vivant ce personnage-là. C'est déjà un cadavre, il est déjà condamné, donc tant qu'à faire, je sais que je vais mourir avant que l'Empire soit battu. Bah vas-y, je me tue, et un jour je mourrai, quoi. Et donc je trouve que ça rend sa mort dans Rogue One encore plus poétique, où dans Rogue One, il laisse Jyn porter l'espoir de la rébellion pour péter l'étoile de la mort, et donc lui se laisse mourir parce qu'il peut pas se déplacer avec Jyn, et parce qu'il a envie de mourir, en fait. Il embrasse la mort, il ouvre les bras, il laisse la mort l'accueillir. Donc je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant dans ces thématiques, qu'on peut trouver touchant quand on arrive à bien interpréter ce qu'il représente. Et c'est franchement quelque chose qui marche bien avec le personnage de Saw Gerrera, et j'ai été très très content de voir une adaptation live action de la confrontation entre Saw Gerrera et Mon Mothma, parce ils avaient déjà eu une confrontation les deux dans Star Wars Rebels, donc moi c'était mon petit côté fan, j'ai trouvé ça très très cool de voir la petite confrontation entre Saw Gerrera et Mon Mothma, qui fait le lien avec Rogue One, avec Saw Gerrera qui est à Jedha, etc. Donc voilà. Donc pour moi, ça fait la transition vers Mon Mothma, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Mon Mothma, parce que comme j'ai dit, c'est un personnage qui est censé être crucial dans l'univers Star Wars, mais qui a été si faiblement exploité. Et là, mais quel bonheur de voir, comme j'ai dit, Geneviève O'Reilly, absolument impériale dans ce rôle de Mon Mothma. Un personnage qui est très touchant parce que c'est un personnage qui vit dans la richesse, qui est totalement à part de sa famille, en fait. C'est un personnage qui... c'est que l'Empire... En fait, l'Empire manipule les riches, en fait. C'est que l'Empire commet des génocides, commet des massacres, etc. Et à côté... et en fait, ces gens-là sont aveuglés par le fait que l'Empire leur donne de l'argent en affluence, en continu, ce qui fait en sorte que l'Empire organise tout le temps des fêtes pour que les riches boivent de l'alcool, pour que les riches se bourrent, pour que les riches s'amusent. Tout ça, c'est une couverture pour que l'Empire commette des atrocités à côté. Et le seul personnage qui voit ça, c'est Mon Mothma, en fait. Parce que Mon Mothma, techniquement, si on a vu les scènes coupées de la prélogie, on sait que Mon Mothma, elle est dans la rébellion depuis au moins 20 ans. Depuis le début de l'Empire, elle est dans la rébellion. Elle était déjà avec Padmé à l'époque. Et donc là, on voit qu'elle continue ses actes de rébellion en essayant de fournir de l'argent avec Tekolma. J'ai adoré cet arc-là avec Tekolma, où du coup Tekolma essaie de l'aider à lui fournir de l'argent pour financer la rébellion, en fait, avec Luten. Ses comptes soient de plus en plus fragiles aux yeux de l'Empire, et que ses comptes bancaires doivent être réaménagés d'argent. Et donc Tekolma contacte le personnage de Davos Skuldum, et pareil. Déjà, Tekolma, c'est un acteur qui est très charismatique aussi, mais Davos Skuldum, ce personnage-là, pour moi, ce mec-là, il devrait jouer Dracula. Genre, le mec, il a une gueule, il a un visage, et puis avec son design, il fait vraiment très Dracula, il a un vrai charisme, ce mec-là aussi. Franchement, ce mec-là, il m'a marqué alors qu'on le voit pas tant que ça. Mon Mothma est obligé de manigancer avec un contrebandier pour maintenir ses flux financiers vers la rébellion, pour que l'Empire ne puisse pas remarquer qu'elle finance la rébellion. Et moi, j'ai trouvé tout cet arc-là très intéressant parce que ça faisait très Game of Thrones comme arc-là, où du coup, Mon Mothma choisit de commettre le plus grand sacrifice de la série, c'est-à-dire sacrifier sa fille pour la rébellion. Elle met sa fille sur le côté, et donc elle donne sa fille à Davos Skuldum pour que Davos marie son fils à sa fille, du coup. Et j'ai trouvé cet arc-là super intéressant parce que là aussi il y a plein de thématiques fascinantes sur les riches déjà, avec le personnage de Perrine. D'ailleurs j'ai bien aimé, en fait le personnage de Perrine c'est un gros connard au début de la série, c'est que il en a marre de sa femme la lasse parce que sa femme est toujours préoccupée par toutes les causes qui se passent dans la galaxie, alors que lui c'est un personnage c'est un gros fêtard qui s'amuse. Et j'ai bien aimé qu'en saison 2, on lui donne quand même un peu plus de complexité, c'est qu'on se rend compte déjà, il commence à provoquer Tekolma en disant que c'était une merde, et il commence à faire croire à Mon Mothma que peut-être qu'elle sort avec lui, etc. Et j'aime bien le fait que là aussi, il y a cette séquence super cool dans le mariage à Chandrila, où il dit à sa fille et à son beau-fils, du coup, de vivre la vie, de vivre votre vie, profitez, faites la fête, ayez des amis, etc. En fait, il dit tout ce que les gens du bas peuple ne peuvent pas avoir, en fait, parce que eux, ils ont le luxe d'être riches, en fait. Donc j'ai aimé cette séquence, en fait, ce personnage-là, c'est son éducation et les habitudes que l'Empire lui a inculquées dans sa tête qui l'ont formé, en fait. Et j'ai trouvé cet arc-là super intéressant, surtout qu'il y a cette séquence de danse, où t'as Mon Mothma qui pour la première fois devient plus fêtarde, plus festif, plus sauvage que lui dans la danse et dans la fête, quand elle est bourrée. Et là, tu te rends compte que Perrine, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé en elle, en fait. Et on sent que Perrine comprend de plus en plus Mon Mothma. Tony Gilroy a dit qu'ils avaient coupé une scène dans le scénario
où justement, où Perrine aurait avoué à Mon Mothma qu'il était au courant qu'elle finançait la rébellion et qu'elle aurait été avec lui, et qu'elle aurait été de son côté à elle, en fait. Ça aurait été une scène qui l'aurait rendu assez cool, comme qui aurait fait de lui un personnage positif, mais je comprends pourquoi ils l'ont annulé, parce que ça aurait moins marqué l'obligation de Mon Mothma de quitter sa famille pour la rébellion, si en plus Perrine aussi était pour la rébellion, donc je comprends la scène, et j'étais très surpris de voir, parce que moi c'était ma déception, on en parlera plus tard. J'avais une petite déception, mais j'étais très surpris de voir qu'on ait un petit plan de fin de Perrine à la fin de la série. On le voit on le voit misérable en fait. On le voit misérable en train de continuer de boire de l'alcool, on le voit tromper la femme de Skoldom. On voit que depuis que Mon Mothma est parti, on voit que le mec il est devenu personne en fait. Il est riche, il se boit, il fait rien, il a une vie. En vrai, il est riche certes, mais il a une vie de merde, il a une vie qui n'a pas de sens. Il a une vie qui n'a pas de but, contrairement à Mon Mothma. Et je trouve que c'est un arc qui marchait bien avec lui, tout comme avec Leïda, sa fille. Donc Leïda, j'ai l'impression que Leïda elle a vraiment été créée pour créer un espèce d'opposition à Léa. Parce que j'ai l'impression que la princesse Léa, c'est un peu la fille que Mon Mothma aurait aimé avoir, et c'est un peu l'opposition entre Bail Organa et Mon Mothma, et l'éducation de leur fille succinctement. Donc Léa qui est plus proche peut-être de la fille qu'aurait voulu avoir Mon Mothma. Et j'ai bien aimé cette thématique qui est aussi très, très actuelle en fait. La thématique des dogmes religieux, en fait, la thématique des dogmes religieux, du fait qu'on utilise des dogmes sacrés qui existent depuis des milliers d'années, qui sont plus actuels dans les normes d'aujourd'hui, mais qu'on pratique quand même. Et le fait qu'on ait ce cas super intéressant d'une génération qui n'aime pas du tout les dogmes religieux, qui t'obligent à te marier à 15 ans, où tu te rends compte que j'ai pas eu un mariage heureux, au final ma vie est un peu chiante. Et à côté, tu as ta fille qui, elle, est absolument fascinée par les dogmes religieux de sa culture, et qui, elle, va complètement absorber ce dogme-là, qui, elle, va complètement aborder ce dogme-là, et donc accepter cette culture où elle va se marier avec le fils donc de Skoldom. Et j'ai adoré cette opposition où tu as Mon Mothma qui est de plus en plus humaine, qui essaie de tout faire pour éviter que sa fille se marie avec ce gosse-là, d'ailleurs jusqu'au bout d'ailleurs. Et elle arrête pas de lui mal lui... elle est tellement détestable, et elle arrête pas de lui mal lui parler en mode ouais moi j'aurais préféré que tu sois alcoolique encore et tout. Donc vraiment le personnage, en plus on la voit triste, on voit qu'elle est sur le point de vivre une vie de merde en vrai, et elle va quand même la vivre en fait, parce qu'elle a accepté le choix de se marier avec ce mec-là à cause de la culture chandrilienne. Et ça c'est un cas que j'ai trouvé super intéressant encore une fois envers Mon Mothma, qui a un arc super fascinant, et du coup elle sacrifie sa fille. J'adore sa relation avec Luten, parce que déjà je trouve ça cool que la future chancelière de la Nouvelle République est devenue chancelière de la Nouvelle République après la trilogie originale. Tout ça grâce à Luten. Si Luten n'existait pas, il n'y aurait pas d'empire battu, il n'y aurait pas de Nouvelle République. Je trouve ça cool que Luten fasse partie de la mythologie du personnage de Mon Mothma, qui va devenir une figure importante de la post-guerre contre l'Empire. Et j'adore la relation qu'ils ont entre les deux, parce que Luten est extrêmement extrémiste, et elle essaie d'être le personnage le plus pacifiste possible face à l'Empire. Elle essaie d'avoir que des causes pacifistes en donnant de l'argent à la rébellion, mais elle tue personne, quoi. J'aime bien cette relation de rivalité, un peu d'habit-ennemi qu'il y a entre Luten et elle, c'est qu'ils ont du respect certes, mais ils ont pas du tout les mêmes méthodes, ce qui font qu'ils rentrent très très souvent en opposition. Et l'actrice est absolument excellente dans les séquences où elle doit faire croire qu'elle fait la fête, qu'elle est heureuse, qu'elle boit un coup avec un meilleur pote, et ensuite elle commence à parler à Tekolma en mode sérieuse, en mode ouais, je dois financer ça. Donc il y a tout le côté film noir espionnage qui rentre là-dedans, qui marche extrêmement bien également dans son personnage, le fait qu'elle se cache tout le temps, le fait qu'elle sache notamment que son chauffeur travaille pour la BSI, et donc elle sait qu'elle peut rien dire face à lui. Donc j'ai bien aimé le côté acting du personnage également. Et puis pour moi le vrai climax du personnage, le premier climax du personnage, c'est le mariage à Chandrila, où il y a tout qui part en cacahuète. D'ailleurs, j'ai déjà dit que le plan séquence était incroyable, et que la reconstitution visuelle était incroyable de la planète. J'aime bien le design de la planète très galet, où justement on les voyait pratiquer cette culture chandrilienne qui était remise en question par rapport à ce que Leïda va vivre. Donc on les voit faire une marche, on les voit recevoir une statue qui appartenait aux Rakata, qui avait été volée par les Rakatan. Donc les Rakatan qui sont une espèce qui vient de dans les Jedi. C'était une espèce qui avait colonisé la moitié de la galaxie au moins, qui avait aussi été mentionnée par Luten en saison 1 quand il avait donné un cristaux Kyber à Cassian. Et ça me fait penser le fait qu'il ait donné un cristaux Kyber à Cassian, faut dire que c'est les cristaux Kyber qui vont tuer Cassian, puisque l'étoile de la mort est faite du cristaux Kyber. Allez, on rajoute une couche sur la tragédie de la mort de Cassian, allez, ok. L'idée du mage était super cool, surtout le fait qu'ils aient réussi à intégrer Luten dedans. Et j'ai bien aimé tout le moment où t'as bien sûr Mon Mothma qui est en train de se décomposer quand elle apprend que Tekolma est sur le point de la trahir et d'arrêter la rébellion. Et j'ai adoré cette ligne de dialogue où t'as Tekolma qui lui dit que ouais, mais je perds de l'argent, je perds mes comptes avec ce que je te donne. Mais en plus, c'est à cause des rebelles que je perds ça, en plus. C'est les rebelles qui volent mes trucs et tout. J'ai trouvé ça super fort en termes d'interprétation, quoi. C'est qu'en plus, c'est les rebelles qui lui ont déjà volé de l'argent à lui, en plus. En plus du fait qu'il finance les rebelles. Donc, il finance les gens qui le volent. Donc, j'ai bien aimé toute cette séquence-là qui est super intéressante, qui mène inéluctablement
à la partie où elle va sacrifier du coup Tekolma. En fait non, elle hésite à sacrifier Tekolma, elle veut pas le faire, elle veut vraiment pas le faire, et là elle apprend que Luten l'a déjà sacrifié en fait. Et ouais, j'aime bien ce dialogue où elle dit ouais je ne sais pas ce que vous allez faire, et t'as Luten qui fait tant mieux pour vous, tu vois, en mode alors qu'on sait très bien ce qu'il va alors qu'elle sait très bien ce qu'il va faire. Donc je trouve que encore les lignes de dialogue sont magistraux dans cette série, magistrale, donc excellentissime. Et donc elle a sacrifié son meilleur ami pour la rébellion également, donc encore un très gros sacrifice. Et puis il y a toute la partie de Gorman qui a un passage obligatoire chez Mon Mothma parce que c'est le discours sur le massacre de Gorman qu'elle prononce dans Star Wars Rebels, dans le dessin animé Star Wars Rebels, qui va constituer son acte de rébellion qui va faire d'elle une rebelle définitive, au final. Et donc on a tout l'arc où elle essaye de convaincre tous les... D'ailleurs j'ai bien aimé le fait qu'il y ait plein d'aliens à Coruscant. Là pourquoi ils ont mis plein d'aliens? Là il y avait plein d'aliens, c'était super cool. Où elle essaie de débattre avec tous les aliens possibles pour obtenir des voix, pour libérer Gorman, etc. Et même le chancelier de Gorman, même le sénateur de Gorman est complètement en désespoir. Et Mon Mothma fait tout pour essayer de sauver la ville, mais malheureusement ça ne marche pas. Et tout ça va bien sûr mener au pitch de Mon Mothma dans l'épisode 9, et pour moi je dis très clairement, l'épisode 8 et l'épisode 9 de la saison 2 sont pour moi les deux meilleurs épisodes de la série. Peut-être 11 aussi, peut-être 10 aussi, j'hésite. Mais pour moi c'était l'un des deux épisodes qui m'ont le plus pris au trip de tous les temps. J'ai adoré ces épisodes-là, surtout le 8 qui va rester dans les mémoires et qui va, je pense, beaucoup marquer l'histoire de la fiction. Je pense l'épisode 8 avec le temps, c'est un épisode qui est très très important pour notre société, pour ce que d'autres peuples vivent actuellement, donc l'épisode 8. Et donc l'épisode 9, là j'aimais bien le fait qu'on parte en full thriller politique. Ça j'avais adoré ça, avec le fait qu'il y ait Bail Organa qui débarque dans la série bien sûr. Donc Bail Organa, qui est un personnage très important de l'univers Star Wars, joué par Jimmy Smits, qui malheureusement n'était pas disponible pour cette série. Et donc c'est là qu'on voit que Gilroy ne fait rien au hasard. C'est qu'il a recasté le personnage parce que c'est pas un personnage fanservice en fait. C'est un personnage qui est capital à l'intrigue, tu peux pas l'enlever de l'intrigue. Donc il l'a recasté pour le bien de l'histoire. Et ça c'est les arguments que j'aime ça. Donc et je trouve que Benjamin Bratt est très très bon dans le rôle de... Je trouve qu'il est très charismatique, il a remis en noblesse, je trouve, Benjamin Bratt dans le rôle de Bail Organa. Il a peut-être moins le côté un petit peu amical, souriant de Jimmy Smits, mais vu qu'il a un rôle un petit peu antagoniste sur la fin de la série, ça me paraît cohérent. Mais Bail Organa aussi, c'est un personnage que j'aime bien. J'aime bien cette séquence-là où t'as le sénateur de Gorman qui est en train de se faire dégager, alors que son peuple est en train de se faire massacrer. Il est en train de dire que vous serez les prochains sur la liste de l'Empire. Est un contre-champ sur Bail Organa, et tu sais que Bail Organa va se faire massacrer, lui et son peuple, par l'Empire aussi, donc les foreshadowing qui sont assez cool. Et j'ai bien aimé la relation avec Mon Mothma, bien sûr, très amicale, qu'on retrouvait également dans les dessins animés, dans les films, etc. Et toute la partie où elle est obligée de réciter son speech dehors, parce qu'il y a des mouchards partout dans sa maison, dans son appartement. Et donc j'ai trouvé toute cette partie-là super cool, jusqu'au moment où t'as Luten qui vient la voir. J'adore cette scène. D'ailleurs, la scène est magnifique visuellement avec le bâtiment en bleu, la silhouette de Luten qui se balade sous le bâtiment, et donc ils sont tout seuls à côté de la structure en eau à côté, donc c'était magnifique. Mais j'ai adoré voir cette séquence où t'as Mon Mothma qui fait clairement comprendre à Luten que la personne qui lui fait le plus peur, c'est lui en fait. C'est même pas l'Empire, c'est même pas les impériaux, c'est pas les rebelles, c'est toi qui me fait le plus peur parce que mec, t'as sacrifié Tekolma en 1 minute, et à tous les coups, si moi t'es prêt à me sacrifier en 2 minutes aussi en fait. T'es prêt à me tuer en fait. Donc à tous les coups, si je me fais arrêter par l'Empire, tu vas me faire assassiner en fait. Donc moi j'ai adoré cette relation entre Luten et Mon Mothma qui se conclut par cette paranoïa ultime face à Luten, et donc ensuite on a le fameux speech, et je vais être honnête, je trouve pas le speech si dingue que ça. Le fait qu'on ait remis la musique passe présente derrière, et le montage derrière avec toutes les personnes qui essayent de stopper le speech, avec le personnage de Erskine d'ailleurs, c'est que Tony Gilroy a ramené un personnage de Star Wars Rebels dans cet arc-là, qui était dans un seul épisode, qui était juste le bras droit de Mon Mothma, et il en a fait un personnage bien développé dans cette saison. Dans le sens où c'est un personnage qui est devenu l'assistant de Mon Mothma, et qui au final leur découvre être un rebelle, hein, du coup, pour Luten. Déjà, pour moi, ça justifie le fait qu'on le revoit pas après la séquence du speech de Star Wars Rebels, parce que techniquement, Erskine a été viré par Mon Mothma, donc c'est logique qu'après il soit plus avec Mon Mothma plus tard. En fait, il suffit juste de voir la discussion entre Luten et Erskine. Erskine dit à Luten que l'un de ses parents est né à Gorman, et c'est bon, tu comprends ses motivations, tu sais pourquoi c'est un rebelle. Donc j'ai bien aimé ça, et puis l'acteur est vraiment calqué sur le personnage du dessin animé, donc ça c'était assez cool. Mais je crois que du coup la trahison de Erskine entre guillemets était très touchante, parce qu'on voit qu'il est vraiment attaché à elle véritablement. Donc ça aussi, ça fonctionnait très très bien dans le côté trahison que Mon Mothma vit. Mais le speech, et donc j'ai bien aimé toute la séquence où il y a un traître parmi les escorteurs de Bail Organa, et qu'au final c'est une fille, c'est la meuf, et la meuf se fait flinguer par Cassian Andor
de façon très très froide. Et j'ai bien aimé toute cette intrigue-là, où on met en opposition Mon Mothma qui a jamais vu des gens se faire tuer en fait. Mon Mothma c'est un personnage très pacifiste, et là boum, elle voit un mec se faire tuer ouvertement, elle est choquée par les méthodes rebelles de Cassian. Donc j'ai trouvé ça intéressant de mettre en confrontation les méthodes brutales. J'ai bien aimé qu'on mette en opposition du coup les méthodes froides de la rébellion face au pacifisme initial de Mon Mothma par rapport à sa rencontre avec Cassian Andor, bien sûr avec tout le côté symbolique où elle enlève sa veste bleue impériale pour du coup porter la veste orange de Cassian, et puis le fait que cette fois elle est conduite en voiture de façon virulente, elle n'est pas habituée, et donc ça change, et donc on montre clairement que son état de vie va complètement changer par rapport du coup à sa vie à Coruscant, et on a encore une remise en parallèle à la séquence de Past Present de la saison 1 où tu avais Marva qui emmenait Cassian enfant vers un nouvel horizon, et là c'est Cassian avec la même musique qui emmène Mon Mothma vers un nouvel horizon, vers un nouvel avenir en tant que leader de la rébellion. Donc on a refait ce parallèle là, on l'a fait plein de fois dans cette série ce parallèle là, mais c'est un très cool parallèle, un parallèle d'horizon d'avenir, d'espoir, c'est tout Star Wars. Et du coup, moi, le speech était pas... J'ai trouvé bien le speech, mais je trouvais j'étais pas non plus sur le cul dessus. C'est le seul truc, en vrai, le speech était très bien, mais j'étais pas non plus marqué de fou par le speech. Elle est quand même très vague, elle donne pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé à Gorman spécifiquement, hormis le fait qu'elle ait prononcé le mot génocide et qu'à la fin, elle nomme directement Palpatine, ce qui est assez cool. Et voilà, donc on en parlera plus tard de l'Empire, on a toujours pas parlé de l'Empire, on a fait 3 heures de vidéo, mais bon. Et donc, ouais, le speech n'était pas si ouf que ça, mais ça passait quand même. Ils ont réussi à rendre le speech de Star Wars Rebels canon. C'est que eux, ils ont fait un meilleur speech que dans Star Wars Rebels, ils ont fait leur propre version du speech de Mon Mothma. Mais comme Mon Mothma doit refaire le speech, parce que le speech ne s'est pas enregistré à Coruscant, c'est comme ça qu'on justifie l'existence du speech de Star Wars Rebels, et donc des personnages de Star Wars Rebels. Donc ils ont réussi à rendre Andor et Rebels canon, ce qui est cool. Je suis un petit peu triste qu'on n'ait pas vu Mon Mothma se couper les cheveux pour indiquer le symbole d'elle qui maintenant ne travaille plus avec l'Empire et devient la Mon Mothma qu'on connaît, mais bon, c'est pas grave. Parce que dans Star Wars Rebels, elle a déjà sa coupe de cheveux classique, donc ça voudrait dire que entre le trajet entre Andor et Rebels, elle s'est coupé les cheveux à ce moment-là, quoi. Mais bon, on s'en fout en vrai. Non, ma vraie déception, c'était le fait qu'on ait complètement zappé sa famille dans cette séquence-là. C'est que je pensais que, pour moi, la base même d'avoir introduit sa famille dans cette série, c'était pour montrer leur réaction quand elle quitterait Coruscant et quand elle quitterait le Sénat, en fait. Et en fait, non, on fait pas du tout ça. On fait pas du tout ça, on les montre pas du tout, et ça m'a pas mal... En vrai, ça c'est le point qui m'a déçu, qu'on n'ait pas du tout montré sa famille, la réaction de sa famille après ce qu'elle ait fait. Tony Gilroy a dit qu'il y avait encore une séquence qu'ils avaient coupée, où t'avais Cassian Andor qui emmenait Mon Mothma à Chandrila avant Yavin pour qu'elle les dise au revoir, mais du coup cette séquence a été coupée du scénario, je crois, malheureusement, donc j'aurais bien aimé avoir cette séquence là pour le coup. Et donc à la fin, très rapidement, on la voit enfin avec son look de Mon Mothma de Rogue One, du coup, on comprend beaucoup plus sa relation un peu de confiance avec Cassian Andor, parce que c'est lui qui l'a sauvé et qui a fait d'elle la leader de la rébellion. Donc c'est là qu'on voit que Andor c'est un personnage important quand même, parce que c'est aussi grâce à lui que Mon Mothma sera le leader de la rébellion et la chancelière de la Nouvelle République, parce qu'il l'aura sauvé elle. Donc ça c'est aussi cool. Et donc j'ai bien aimé le fait qu'on ait cette scission bien sûr avec Saw Gerrera, et le fait qu'elle soit plus croyante, plus sereine envers ce que dit Cassian au Conseil, que plutôt que les autres. D'ailleurs, ils ont réussi à ramener tout le monde quasiment. Je crois qu'il y a que un ou deux personnages qu'ils n'ont pas réussi à ramener de Rogue One, mais ils ont réussi à ramener l'admiral Radus, qui est toujours aussi bien fait en CGI. En mix practical CGI, mais l'admiral Radus est très bien fait. On ramène les quelques sénateurs de Rogue One, on ramène le sénateur connard de Rogue One, qui est encore un connard dans cette séquence-là. On ramène Bail Organa, qui est le seul qui a été recast, qui est là, il y a un petit peu un antagoniste pour Cassian. Pour moi, ce qui est pas incohérent, quoi, c'est que Bail Organa, lui, il a officiné pour la rébellion depuis la revanche des Sith. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Mais il a toujours fait ça de façon politique, de façon organisée. Là où Luten, ça a toujours été un mec assez extrême. Donc j'ai bien aimé l'opposition qu'il y avait entre Cassian, qui est un peu l'héritage de Luten, et Bail Organa, qui est un peu l'opposé total de Luten. Et à la fin, il le pardonne plus ou moins, et ensuite il lui dit que la force soit avec vous. Ce qui est assez poétique, parce qu'on sait que les deux vont mourir quasiment en même temps. Au final, Cassian et Bail Organa. Mais ouais, le personnage était quand même très très bien. Et donc Mon Mothma qui est quand même touché par le fait que Luten soit mort et qui comprend Luten et qui tient quand même à terminer le travail de Luten malgré tout, on va dire. Et c'est cool de voir Mon Mothma qui est plus caché derrière des belles robes, derrière du maquillage, derrière la vie de riche, et juste la voir vivre heureuse de façon naturelle, qu'avec des gens de confiance, avec sa cousine à Yavin 4, sans le luxe, mais avec le bonheur de la rébellion en fait. Donc je trouve que ça donne une bonne conclusion à tout ce que la série a développé sur son personnage. Et honnêtement, Geneviève O'Reilly, ça va me faire très mal de la revoir dans Ahsoka, de la voir dans une série mal écrite. Voilà.
Voilà ce que je dirais sur ça. Donc pour moi, ça peut faire la transition vers Cléa, avec l'arc d'Aldani. Donc Cléa, qui est la cousine de Mon Mothma, et j'étais persuadé que Cléa allait crever dans cette série. Parce que comme c'est la cousine de Mon Mothma, j'aurais pensé que sa mort aurait été le cataclysme qui aurait causé la rébellion de Mon Mothma, mais en fait non, elle survit à la série, donc Mon Mothma a de la famille avec elle. Et le personnage de Cléa, bon, c'est pas un personnage de fou en vérité, c'est surtout que déjà on a le premier couple lesbien de Star Wars. Bon, il y en a un qui n'existe pas. Mais développé de Star Wars, en vrai, on le dit, on s'en fout, hein. C'est un couple amoureux, il n'y a rien qui importe dessus, il n'y a rien du tout de dérangeant là-dedans. Mais vraiment, le couple avec Cléa Cinta, c'est un couple qui était très subtil, c'est ça qui marchait bien. C'est que l'actrice de Cinta, par exemple, elle a un regard. C'est comme l'actrice est d'origine indienne, ses yeux ressortent énormément de sa peau foncée, et du coup elle a vraiment un regard très froid, très charismatique, qui fait que dès que tu la vois, quoi. Et l'actrice de Cléa aussi est très très bien aussi, elle a un petit côté autoritaire qui fait qu'elle est celle qui mène Aldani durant tout l'arc d'Aldani. Et là, on peut aussi parler de certains des personnages de Aldani. Je pense surtout à Nemik. Nemik dont le manifesto sera écouté plus tard dans la série, dont l'héritage sera immense. Donc Nemik, ce jeune personnage qui a toujours cru en la rébellion, à la lutte contre l'oppression, et qui limite avait une petite relation de petit frère avec Cassian, et qui à la fin du coup meurt en se faisant écraser par l'argent capitaliste de l'Empire. Donc il y avait tout un côté symbolique sur sa mort. Et on avait le personnage de Skin, qui était interprété par Ebon Moss-Bachrach. D'ailleurs, le mec de Nemik aussi, le mec de Remix, c'est un acteur aussi connu aussi. Mais Ebon Moss-Bachrach qui va jouer la chose dans les 4 Fantastiques et qui avait joué dans The Bear, etc. Donc j'étais content de voir dans cette série, qui lui aussi, lui c'est un peu l'équivalent de Cassian en version traître en fait. C'est un personnage qui a un peu vécu la même vie que Cassian, a priori il aurait perdu son frère qui faisait de l'agriculture, on lui aurait démoli ses arbres, et donc c'est pour ça qu'il se serait rebellé, mais au final on découvre que non, c'est pas un rebelle, on découvre qu'en fait il comptait prendre tout l'argent pour lui, et j'adore les répliques, quand il dit à Cassian de trahir l'équipe, la réplique où il dit qu'il a pas de frère. Parce qu'à la fois, soit ça veut dire qu'il a pas de frère parce qu'il en a plus, ou soit parce qu'en fait il a menti et il a jamais eu de frère. Donc pour moi ça rend le personnage complexe et tout est libre à interprétation sur ce que ce personnage-là a pu vivre. Surtout qu'on voit que comme Cassian, lui aussi il a servi dans des guerres, il a servi dans des luttes, donc il a des tatouages un peu partout. Donc j'ai bien aimé cette relation un peu de frenemies avec Cassian, où les deux se comprennent mais à la fois les deux sont un peu en rivalité constante. C'est un peu l'équivalent méchant de Cassian et ça j'aimais bien, jusqu'à que Cassian le tue évidemment. Et j'ai bien aimé qu'à la manière par exemple de Bodhi dans Rogue One, qui est devenu défectueux de l'Empire et qui a quitté l'Empire, dans l'arc d'Aldani, on découvre un personnage comme... j'ai plus le nom des personnages, mais on a des personnages comme Tamarik, et j'ai plus le du nom personnage, mais t'avais un personnage qui était un ancien Stormtrooper, et t'avais un Impérial qui était leur couverture à Aldani, qui ont aussi rejoint la rébellion. Donc moi j'ai trouvé ça cool de voir tous ces personnages-là qui étaient des anciens impériaux qui ont rejoint la rébellion à cause du vécu qu'ils ont eu en tant que soldats de la rébellion, en tant que Stormtrooper, en ayant massacré des gens, etc. Ce qui est au final exactement la même chose que ce que Luten a vécu, mais on y reviendra, donc c'est aussi cool. Et du coup ça rendait ces personnages assez touchants parce qu'on te les développe pendant 2 épisodes entiers. Et d'ailleurs là j'adore les animaux qu'ils ont des chèvres avec 6 cornes, dans Agorman t'as des chiens, Agorman t'as des chiens bizarres, Agorman t'as des pigeons avec des gros torses, c'est des torses bombés, genre j'adore les designs un peu surréalistes des animaux dans l'univers de Andor, c'est assez cool. Et du coup, pendant 2-3 épisodes on développe ces personnages-là pour qu'ils meurent à la fin, et du coup t'arrives à avoir un semblant d'attache envers eux, c'est ça qui fonctionne parfaitement bien avec toute la partie Aldani, où j'adore toute l'idée du casse, où l'antagoniste c'est un mec de l'Empire un peu obèse, qui symbolise un peu la gourmandise, un homme qui dévore tout sur son passage, qui mange trop, et même son fils semble pas être enclin à rejoindre l'Empire, donc il y a tout un côté propagande avec son fils aussi, et donc ce personnage, j'avais trouvé drôle que ce personnage-là meure d'une crise cardiaque, tellement il arrivait pas à tenir à la pression de la rébellion, donc je trouvais ça assez marrant aussi. En fait, il meurt à cause de sa richesse, en fait. Il meurt parce qu'il mangeait trop et donc il fait une crise cardiaque. Donc j'ai bien aimé cette idée-là de ce méchant-là. D'ailleurs, dans cet arc-là, il y avait l'acteur qui jouait Lance Hunter dans Agents of S.H.I.E.L.D. Voilà, je trouvais ça cool, j'aime bien cet acteur-là, même si là, il a un rôle anecdotique, mais voilà. Mais cet arc-là était assez cool parce que j'aime bien tout le côté traître, les gens doutent de Cassian, on voit que c'est un mercenaire, etc. Donc ça fonctionnait très très bien. Et Luten qui engueule Cléa pour qu'elle recrute Cassian, jusqu'à le casse qui se sert de l'œil d'Aldani. Et moi j'ai bien aimé tout le délire de l'œil d'Aldani. J'aime bien le fait qu'on te développe une planète un peu rurale,
où on te montre qu'en fait il y a tout un clan d'autochtones, entre guillemets, qui étaient des milliers, hein, qui chaque année se rendaient à Aldhani, à l'œil d'Aldhani pour voir l'œil, etc. Et à cause de l'Empire, à cause de la colonisation de l'Empire, maintenant il y en a que quelques centaines. Donc là on voit vraiment le côté colonisation qui a anéanti des peuples, mais malgré tout ce peuple va quand même maintenir sa foi en sa culture. Et donc en regardant l'œil d'Aldhani qui visuellement est magnifique et qui crée un côté très poétique au sein de la série, en plus de servir de... Bon, en plus il y a un côté très beauté de la rébellion, il y a un côté très beauté de la rébellion parce que ça a servi de couverture pour le cast de Aldhani de Cassian, et en plus ça nous a permis de voir comment les Stormtroopers, les troopers, je sais pas les noms, rentraient dans les TIE Fighters, voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les films, donc voilà. Donc ça c'était aussi un arc très très fort, jusqu'à la mort de Nemik, etc. Et donc Cassian qui s'en va, et j'aimais bien l'alien orange, Docteur, dans cet arc-là. Donc voilà, Clea et Cinta, c'était des personnages très secondaires, mais c'était des personnages secondaires qui étaient très subtils. C'est qu'ils avaient leur relation amoureuse, mais leur relation amoureuse, on n'en a jamais fait trop, en fait. Ça a toujours été très subtil, ça a toujours joué au regard, parce que quasiment chaque fois que les deux se retrouvaient, parce que le truc, c'est que Clea, c'est une riche, qui a une vie de riche, et Cinta, c'est un peu n'importe qui, sa famille s'est fait buter par des Stormtroopers. Elles proviennent d'échelles sociales différentes, mais la rébellion les ont réunies, et ont créé leur amour, en fait. Donc il y a un côté assez touchant dans leur relation, qui est très subtil, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les seules fois qu'elles se rencontrent, c'est dans le cas de la rébellion. Elles se rencontrent jamais dans le cadre d'une promenade, d'une vie quotidienne, non. Ils ont toujours connu l'amour dans la guerre, en fait. Et j'avais bien aimé ce twist où en fait c'est Cinta qui va tuer Tekolma. Et même pour Cinta, c'est quelque chose d'intéressant parce que Cinta, c'est un personnage qui a perdu sa famille à cause des Stormtroopers, de tout l'Empire, et donc le fait qu'elle ait tué un mec riche, je pense, va être satisfaisante pour elle. Mais j'ai bien aimé ce jeu de subtilité entre elle et Clea et Cinta durant tous ces arcs-là. Le fait qu'il y ait tout l'arc à Ferrix où t'as Cinta qui crame un impérial sous couverture, et donc elle le tue, et donc il y a tout un jeu de traître, tout un jeu d'espion entre les deux dans la fin de la saison 1 avec Cinta. Donc même la relation avec Mon Mothma est assez sympathique entre Mon Mothma et Clea, où les deux sont en train de se chier dessus en voyant Leïda qui est en train d'accepter la culture qu'ils veulent pas qu'elles acceptent, parce que même elles ont souffert de cette culture-là, de Chandrila. Et donc tout ça a été très intéressant jusqu'à la partie à Gorman, où du coup Cinta se fait tuer par défaut, en fait. Dans la saison 2, Tony Gilroy tenait vraiment à nous montrer la rébellion comme une bande de nuls, en fait. On nous montre à quel point la rébellion est fragile, qu'il suffit d'un mouvement, d'un coup de pouce, et la rébellion est scindée en plein de morceaux. Et t'as des mecs de Gorma qui n'obéissent pas aux ordres, ils ont pris des armes, et ils butent Cinta sans faire exprès. Cinta, qui était un peu la Wonder Woman de la série, c'était vraiment la femme forte, badass, etc. Et elle meurt comme ça, genre. J'avoue que j'étais quand même un peu déçu, mais c'est vrai que dans l'approche, en tout cas thématique, c'est extrêmement pertinent et extrêmement bien trouvé que peut-être l'un des personnages les plus vaillants de la rébellion, et une mort aussi anecdotique, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi l'arc de Clea qui plus tard, Clea, qui ne va pas se venger de cet homme-là, parce qu'il sait que cet homme-là c'est un jeune homme, un jeune rebelle, mais qui sait qu'il sera traumatisé à vie par rapport à ce qu'il a fait. Il y avait des plans magnifiques avec les deux. Et le fait qu'elle se venge pas, mais le fait qu'elle essaie quand même de garder foi en la rébellion, parce que c'était ce que Cinta voulait, c'était ce que Cinta avait choisi avant de revenir vers elle à Gorman, parce que Cinta est revenue à Gorman parce que Clea n'allait pas à Gorman si Cinta n'était pas là. Donc leur preuve d'amour s'était confirmée juste avant la mort de Cinta, où ils ont eu leur premier baiser qu'on avait quasiment jamais eu dans la série en plus. Donc tout était là pour que l'une des deux meure. Donc ça rendait le tout assez choquant et dramatique, on va dire. Et donc ensuite on voit Clea du coup se reposer du coup à Yavin, après le traumatisme qu'elle a vécu, et c'est d'aider Bix qui elle aussi a vécu des traumatismes. Donc cette petite relation entre les deux était intéressante, et la relation avec Cassian était aussi assez intéressante, où on voit qu'elle garde le contact avec Bix, et on voit où ils sont en train de résumer toute la série en trinquant au nom de tous les personnages qui ont été tués dans la série. Donc ça aussi c'était assez cool de sa part. Et je serais curieux de savoir ce qu'elle est devenue après la trilogie originale. Bon parlons du meilleur personnage de la série, Luten Rail, joué par Stellan Skarsgård. Et comme je vous l'ai dit, mais quelle performance, mais quel acteur, mais quel homme. Il est incroyable. L'un des meilleurs personnages de l'histoire de Star Wars, très clairement, c'est le personnage de Luten, il est tellement complexe, tellement fascinant en fait. C'est dans le sens où ce personnage-là, c'est le personnage qui a tout donné pour la rébellion. C'est un personnage qui est prêt à se salir les mains pour se rebeller. C'est un personnage qui est prêt c'est un mec riche, c'est un mec qui s'est construit tout seul, qui s'est construit une richesse, on découvrira plus tard comment, mais c'est un mec qui s'est construit une richesse, mais pas pour vivre une vie de riche comme ça. Non, il s'est construit une vie de richesse pour couvrir ses intérêts et couvrir ses véritables activités de rebelle, en fait. C'est que, tu vois, il y a un côté très Batman avec Luten. C'est que, en plus, Stellan Skarsgård, il a une voix très très rauque, tu vois. Il parle vraiment comme un Batman, un peu. Donc, je vois, il y a un côté très Batman où il s'est passé pour un riche un peu naïf, un petit peu fêtard, festif, souriant. Et à côté, en fait, c'est juste un mec extrêmement
extrêmement rigide, extrêmement froid, qui est prêt à sacrifier toutes les vies humaines. Et je trouve que c'est un personnage qui est super intéressant dans ce côté-là, parce que Luten, c'est un personnage qui a tout un réseau, et pourtant, il vient en personne recruter Cassian parce qu'il est conscient des talents qu'il a. Donc ça, déjà, c'était déjà une introduction qui était très cool de ce personnage-là. J'aimais bien l'idée du petit métro volant vers Ferrix, où t'as Luten qui parle avec un vieil homme, et du coup, on sent il y a le côté nostalgique de deux vieils hommes qui vivent dans un monde qui n'est plus ce qu'il était à l'époque, on va dire. Donc il y a un petit côté nostalgique mais mélancolique intéressant là-dedans. Toute la séquence d'action avec Cassian et toute la séquence d'action avec Cassian et Luten était très cool, avec le coup des pontons qui tombent, les pylônes qui tombent par terre pendant la scène d'action. Ça, c'était une idée de scène d'action de l'épisode 1 qui était assez cool en termes d'idée visuelle. Et donc ensuite on découvre la double identité de Luten en tant qu'antiquaire. Et là, bien sûr, il y a une tonne d'easter eggs Star Wars. Ce qu'il faut savoir que Tony Gilroy n'est pas un fan de Star Wars, mais il autorise l'équipe technique à mettre des références s'ils veulent. Donc là, par exemple, on a plein de références là-dedans. Donc ça me fait penser, on a une chancelière de l'ancienne République qui est mentionnée dans l'hôpital, qui porte le nom de l'hôpital dans la saison 2 par exemple. Mais là, on a le masque des gardiens du temple, des Jedi, du Grand Inquisiteur. On a une coiffe de Padmé, on a le masque de Plo Koon, on a le casque de Starkiller alors qu'il est pas canon. On a un crâne de Gungan de Jar Jar Binks. On a le petit bâton de la culture de Hera Syndulla, Twi'lek, je crois. On a des morceaux de statues de Mortis aussi, donc on a même des refs à Clone Wars. Donc là je vous en lâcher certains, mais après vous pouvez aller chercher un peu partout sur internet, il y a plein de références qui sont dans la scène de l'antiquaire. Donc ça c'est assez cool. J'ai déjà évoqué la relation avec Mon Mothma, mais j'aime bien le fait que c'est un personnage qui soit confronté avec les idéaux de tout le monde. Mon Mothma qui est trop pacifiste, So Gerrera qui est trop extrémiste, et lui qui est entre les deux avec la séquence où il provoque So, où il lui fait croire qu'il lui avait envoyé un espion pour le trahir, etc. Et j'ai bien aimé sa séquence d'action de vaisseau, il est interpellé par un destroyer impérial, et le mec réussit à s'enfuir en un main de temps parce que c'est Luten, il est trop badass. Et c'est un personnage qui est prêt à sacrifier tout le monde parce qu'il recrute Cassian au début, mais quand Cassian s'en va, il essaie de tout faire pour essayer de le faire tuer. Donc c'est aussi ça qui est marrant, c'est que durant tout le reste de la série, il essaye de le faire tuer, de le retrouver, et à la fin, quand il arrive à Ferrix pour essayer de le tuer, là il écoute le discours de sa mère sur l'hologramme, et moi j'ai adoré cette séquence là où on voit qu'au fur et à mesure que le discours de la mère anti-empire se fait, on le voit lâcher un petit sourire, on voit qu'il est d'accord avec ça, et donc à la fin il y a Cassian qui va le rejoindre dans sa lutte, et bien sûr on découvre aussi qu'il surveille le BSI et qu'il surveille Dedra Meero avec le personnage de Loni, un personnage aussi assez tragique au final, parce que Loni c'est un personnage qui est devenu un haut gradé du BSI de l'Empire, qui a lâché toutes les sources à Luten, qui a toujours été un homme fidèle, et qui a beaucoup souffert mentalement à cause de Luten, parce qu'il a une femme, il a un enfant, il essaie de les sauver tout en agissant pour la rébellion. Et Luten n'a jamais été trop redevable à lui parce que Luten a toujours mis son sacrifice à lui en avant à lui. Et c'est ça qui est intéressant avec Luten, c'est par exemple, il y avait cette séquence de discussion en saison 2. J'ai bien aimé la séquence où t'as Mon Mothma qui demande à Luten qu'il aimerait envoyer un message à Vel, et t'as Luten qui lui dit « Ah ouais, pourquoi tu veux lui transmettre quoi et tout » Et t'as Mon Mothma qui veut juste lui dire qu'il l'aime en fait, je t'aime, c'est ma cousine, je l'aime, d'amour et tout. Parce que Luten, comme il le dit dans son speech iconique, dans l'ascenseur, qui faisait très Star Wars Underworld pour le coup, avec l'ascenseur, dans les bas-fonds de Coruscant, très dark, très Batman avec sa toge, qui fait très mort, qui fait penser à l'incarnation de la mort, bien sûr, avec sa toge et sa capuche. Où là, il dit bien sûr à Loni que lui, il a tout perdu, qu'il a tout sacrifié pour la rébellion, l'amour, la bonté, l'amitié, etc. On comprend que c'est un personnage qui a littéralement sacrifié l'amour. Il pense que tous ces rebelles sont des échiquiers dans une pièce d'échecs, en fait, dans un jeu d'échecs, en fait. C'est qu'il, lui, il oublie très très souvent l'humanité des personnages, en fait. C'est comme la séquence en saison 2 où t'as Cassian qui rentre carrément dans la boutique antique sans lui prévenir, sans aucun argument, ce qui le met en danger. Là en fait, Luten il est en train de l'embrouiller, mais Luten oublie que ces personnages-là sont des personnages humains en fait, que Mon Mothma c'est un personnage humain, que Cassian c'est un personnage humain qui aime le Bix et Luten lui peut-être voit Bix comme une faille dans le personnage de Cassian Andor aussi. Donc c'est ça qui est paradoxal avec Luten, c'est que c'est un personnage qui met de côté l'humanité et qui met de côté l'humanité de ses sous-fifres entre guillemets pour créer une rébellion qui est censée être construite autour de l'empathie et de l'amour. Ce qui rentre en contradiction avec la séquence qui était très très cool où il vient visiter Bix. D'ailleurs, j'ai aimé le fait que Bix pense que Cassian est mort quand Luten arrive. Au final, non, où justement là, il vient voir Bix parce qu'il se rend compte que quand même, il faut que je console Bix. Hein. Il faut quand même que j'apporte de la bonté, de l'humanité à Bix, que je montre que je suis un mec bien quand même, quoi. Parce que Luten, c'est un personnage qui est trop tactique, trop stratège, et il oublie l'amour et l'humanité que la rébellion est censée apporter, en fait. C'est que tout ce qu'il fait, c'est pour ça, et lui-même l'oublie. Donc je trouve que c'est un aspect qui est très intéressant de ce personnage-là, et qui montre le côté très fantomatique. En fait, c'est un mort-vivant aussi, Luten.
Luten. C'est un personnage qui est déjà mort, qui a tout perdu, et qui est juste une coquille de rébellion en fait. Avec bien sûr toute la phrase j'ai sacrifié ma vie pour un soleil que je ne verrai jamais, qui rappelle encore plus la mort de Cassian avec le soleil artificiel de l'étoile de la mort qui va tuer Cassian. Mais bien sûr qui me fait penser, moi je sais pas quand je le prends cette partie-là. Parce qu'en vrai, maintenant quand tu regardes la trilogie originale, tu te dis, est-ce que je suis censé être heureux que Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, etc. soient médaillés à la fin d'un nouvel espoir, alors que ces mecs-là se sont rencontrés en 2 jours et ont juste fait péter l'étoile de la mort. Alors qu'à côté, t'as des mecs comme Cassian, comme Luten, qui ont combattu pendant des années, qui ont tout perdu, qui ont souffert pendant 5 années pour combattre l'Empire, et eux, ils vont mourir sans que personne ne leur offrira de médaille, sans que peut-être on n'évoquera jamais leur nom dans le livre d'histoire. Et à côté, et en fait, ils meurent pour que ce soit Luke et tout qui ait les médailles et les applaudissements. Moi, je sais pas comment le prendre. Est-ce que pour moi, c'est quelque chose d'injuste ? Au contraire, c'est quelque chose d'intéressant, en fait. Parce que je dirais que Luten et Cassian, ils meurent pour que des vrais héros soient récompensés, en fait. Parce que Luten et Cassian sont des héros, certes, mais c'est des héros imparfaits qui ont tué des innocents, qui ont commis des actes horribles pour commettre ce qu'ils ont commis, en fait. Donc ce sont des personnages qui sont déjà condamnés et qui ne cherchent pas, et qui ne cherchent plus du tout à être réhabilités en tant que héros, à avoir des cadeaux, des récompenses, non, pas du tout. Et donc le fait qu'ils meurent pour que de véritables héros, conséquences de leurs actes, soient récompensés à leur place, je sais pas si je suis censé avoir de la haine envers Luke Skywalker, ou si je suis censé comprendre ces personnages-là, et me dire que c'est cohérent par rapport à leurs idéaux. Parce que c'est vrai que Luten reste quand même un gros enculé, bon, il faut le dire quand même, c'est que Luten, il a quand même sacrifié tout le groupe de rebelles de Hanto Krieger durant la saison 1, sans bouger un sourcil, on va dire. Dans cette saison 2, il fait encore pire, notamment en sacrifiant Tekolma sans hésitation, et j'ai même aimé les séquences, du coup, à Chandrila, on le voit perpétuellement regarder, du coup, Tekolma à chaque fois, donc ça c'est aussi intéressant. Et ensuite il y avait tout l'arc où du coup il envoie Cassian à Gorman, du coup, qui était très intéressant parce que Luten, du coup, il est prêt. Il sait que Gorman n'a aucune chance. Il sait que Gorman, les rebelles, c'est une jeune rébellion, ils ont pas l'habitude, ils sont pas expérimentés, ils vont tout faire foirer. Mais lui, il s'en fout parce que tant qu'il y aura une rébellion qui va se faire à Gorman, ça va inspirer tout le monde en fait. Oui, à Gorman, ils vont tous mourir, il y aura un génocide qui va se créer, mais tant pis, ça va créer une rébellion, on va voir qu'une planète aisée va enfin se rebeller contre l'Empire. Et ça, c'est notre chance de pouvoir davantage faire disperser la rébellion partout dans la galaxie en fait. Luten, par défaut, a laissé les habitants de Gorman mourir en fait, parce que pour lui c'était bénéfique pour la rébellion. Et ça, c'est encore un point que je trouve extrêmement intéressant de sa part-là, qu'on pourrait mettre en opposition avec le personnage de Partagaz aussi. En sens, Partagaz aussi, Luten, c'est le mentor de Cassian et de Clea, et Partagaz, c'est le mentor de Dedra, et les deux dans les destructions de Gorman, ils voient un avantage, en fait. Donc je trouve qu'il y a un parallèle intéressant entre ces deux-là, qui ne s'arrête pas qu'à là, d'ailleurs, qui marche bien envers Luten. Oui, il essaie de rassurer Bix, mais à côté, il est prêt à laisser des génocides se faire sans sourciller, quoi. Donc il y avait ça qui était intéressant, c'est pour ça qu'il avait ramené Cassian, pour que la rébellion se construise, pas pour que la rébellion réussisse, mais pour qu'elle se fasse voir par les médias, quoi. Donc ça aussi, c'était un cas qui était très intéressant, où justement il va sauver Mon Mothma de l'escorte par l'Empire, où il y a toute la séquence où on te montre à quel point Luten a perdu son humanité, Mon Mothma a peur de lui, etc. Ça c'était très intéressant. Et tout cet arc-là, en plus il dit au revoir à Cassian, il reste à Coruscant, etc. Tout cet arc-là se conclut sur le fameux épisode 11, centré sur Luten et Clea, où enfin on développe Luten et Clea. Je trouve que Luten et Clea ont toujours une relation très très intéressante, parce que Clea c'est son assistante certes, mais ça n'a jamais été son sous-fifre en fait, Clea. C'est que Clea a toujours eu autant d'autorité que lui en fait. C'est que souvent Luten, c'est qu'en fait Luten c'est pas un personnage parfait dans ses méthodes. C'est que Luten parfois il fait des erreurs, parfois Luten il commet des actes, parfois il y a des moments de manque de réflexion, et Clea parfois arrive à le rattraper, à lui rappeler des choses, à l'engueuler sur certains aspects, et souvent c'est elle qui a plus raison que lui. Donc j'ai beaucoup la relation qu'ils ont construite entre les deux, et j'aime beaucoup du coup l'idée de la backstory de Luten. J'aime beaucoup l'idée qu'on n'en montre pas trop, mais qu'on en montre suffisamment pour savoir d'où vient Luten et d'où vienne Clea en fait. Du coup il s'appelait le sergent Lyre, Luten réel n'est pas son vrai nom, du coup on suppose que Clea n'est pas le vrai nom de Clea non plus, et en fait il a juste mis son nom de famille à l'envers pour passer de Lyre à Raël, du coup ce qui est tout con en vrai, mais ça marche bien. Donc d'ailleurs je pense que c'est l'un des plus, j'étais très bluffé par le de-aging sur Stellan Skarsgård, c'est que franchement là ils l'ont vraiment rajeuni de 20 ans je trouve. Là franchement le de-aging sur Stellan Skarsgård j'ai trouvé excellent. J'ai rarement vu un de-aging aussi excellent, et c'est dans une série télé encore une fois, donc franchement encore très très bluffé par la qualité visuelle de la série. Mais j'ai bien aimé cette scène qui est censée être low budget, où on a tout du point de vue de Clea, on voit Luten qui est en train de boire l'alcool, d'avoir un gros PTSD, où en fait t'as l'Empire qui est en train de tester différentes manières de massacrer des gens, en fait. Et lui il en a marre, il veut plus vivre ça, c'est trop cruel pour lui. Et donc quand il voit Clea, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui s'est rebellé quand il a vu Clea en fait. Il a vu Clea,
il a vu la petite fille qui était là, qui pourrait être sa fille, il a vu la petite fille dont il aurait potentiellement massacré la famille. C'est pour ça que l'actrice, d'ailleurs, Elisabeth Dulot, avait dit que Cléa n'avait pas une relation père-fille avec Luten, parce qu'il a quand même massacré sa famille, et que donc il y avait quand même une certaine distance, mais par défaut, il y a quand même une relation père-fille quand même, faut pas non plus mentir. Il y a toute cette séquence où justement ils disent ouais, est-ce que je suis ta fille maintenant? Non, bah seulement quand ce sera utile, quoi. Donc j'ai bien aimé le fait que Luten, en fait, son moteur d'espoir, c'est Cléa, et Cléa, c'est elle qui le motive tous les jours à devenir un rebelle et à faire tomber l'Empire, en fait. Ce qui rend la fin de la série encore plus beau quand on sait que Cléa survit à la fin de la série et verra le soleil que Luten ne verra jamais, donc c'est beau. Et du coup, j'ai bien aimé la relation avec Luten et Cléa. On voit que Cléa est plus expérimentée sur certaines choses plus que Luten, ce qui marche assez bien. Et donc j'ai bien aimé cette séquence où on devine du coup comment il a dû construire toute sa boutique d'objets antiques en troquant des objets de plus en plus chers, etc. J'ai bien cette séquence où on montre que Luten, c'est un personnage qui est très patient, qu'il a mis des années à enfin planifier sa première attaque contre l'Empire, qu'il perd pour qu'on soit sûr de gagner après, où justement t'as Cléa qui voit qu'il y a un jeune de son âge qui se fait massacrer de façon gratuite sur place publique. Donc il y a tout un côté intéressant sur ça, jusqu'à le moment, et en plus j'ai trouvé ça super cool, et ça a été confirmé, que en fait le premier attentat que Luten va commettre avec Cléa, c'est à Naboo qui est la planète natale de l'empereur Palpatine. Donc ça veut dire que Luten a vraiment de grosses coronesses et qu'il démarre sa carrière de rebelle en tant que gros bâtard. C'est vraiment la première chose qu'il fait, c'est attaquer la planète de l'empereur. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme idée de provocation de la part du personnage. Après c'est fidèle au personnage. J'ai bien aimé comment il forme Cléa en faisant exploser du coup le pont. Ce qui sera du coup la dernière chose que Cléa va utiliser pour tuer Luten à la fin de la série, c'est que la première chose que Luten lui a apprise sur la dernière chose qu'elle va utiliser pour tuer Luten à la fin de la série. Donc il y a une boucle bouclée qui est assez cool. J'ai bien cette séquence où il ment à Cléa, où il dit à Cléa de pas tourner la tête tout de suite parce que c'était trop suspect, il faut que tu tournes la tête en même temps que tout le monde, etc. Donc Luten, c'est un personnage qui est super intéressant, et je trouve que sa mort l'est tout autant par rapport notamment à la relation qu'ils ont instaurée par rapport à lui et à l'alliance rebelle de Yavin, parce que sans lui, Yavin n'existerait pas. C'est lui qui a envoyé Cassian à Yavin, c'est grâce à lui que toutes les alliances rebelles se sont réveillées grâce aux caisses de Aldani, grâce à ce qui s'est passé à Gorman. Donc Luten, c'est le personnage qui a le plus contribué à la rébellion, c'est lui qui a sauvé Mon Mothma. Donc c'est un personnage qui a énormément contribué à la rébellion, et à côté de ça, c'est un personnage qui est conscient qu'il a commis des choses tellement extrêmes qu'il sait que quand il mourra, on va pas se rappeler de lui, il n'y aura pas de light of gratitude, comme il dit en anglais. Il y aura personne va écrire sur, peut-être que très peu de personnes vont écrire sur lui. Ce sera pas une légende dans les grands noms de la rébellion. Et j'aime bien cette idée d'un personnage qui sait qu'il est déjà mort et qu'il n'existe déjà plus dans un sens, et qui fait son acte juste pour sauver les autres et pour sacrifier sa vie pour la galaxie en fait. Et je trouve que la fin de son arc est très cool, et là aussi c'est là qu'on aurait peut-être aimé avoir peut-être une 3ème saison pour la série. Tout est bien expliqué, mais la façon dont Dedra a trouvé Luten, je trouve que ça restait très positif, et la série nous a habitués à beaucoup plus prendre le temps sur les build-up de gros événements. Donc là, le fait que Dedra devine direct que Luten du coup est l'Axe, du coup, d'ailleurs l'Axe avec l'Axe et les Alliés, Seconde Guerre mondiale, tout ça. Donc je crois que c'était peut-être un poil rapide, donc on aurait peut-être aimé avoir une saison 3, et pareil, la séquence de discussion avec Clony, découpage parfait où les deux sont ensemble quand ils sont ralliés, les deux ensuite on brise la règle des 180 pour montrer que Luten n'est pas avec Loni, etc. La mise en scène de cette séquence-là était magnifique, où justement il va tuer le pauvre Loni alors que Loni avait tout fait. Loni, il était devenu pote avec tous les impériaux, il avait pris des risques, et du coup c'est un personnage qui devait toucher, parce qu'en plus il avait même participé, il y avait même la séquence où il participait à la fête de Skoldam, où t'avais Loni qui était là et qui devait aider par défaut Cléa et Luten à enlever le mouchard qu'ils avaient. J'ai trouvé ça super cool d'avoir Luten, Mon Mothma et Krennic dans une seule et même pièce d'ailleurs. Le crossover assez cool de la série, où justement il y avait je crois que c'est le seul moment de la série où Luten rigole de façon honnête quand il dit à Cléa qu'ils auraient pu tuer Krennic. Donc je trouve ça marrant que ce soit je crois que c'est la seule fois qu'il rigole vraiment de façon honnête de toute la série, donc c'est plutôt intéressant. Et donc sa mort, du coup, son sacrifice, où il sait très bien, où il dit move, le fait qu'il dise à Cléa que quand je te dis move, tu move, et donc elle move, et donc elle leur fait au moment où il va mourir. Et en vrai c'est cool parce que Luten c'est un personnage qui a sacrifié littéralement tout le monde pour la rébellion, sauf Cléa. Dans le sens où Cléa aurait pu tout à fait être la personne qui accueille Dedra par exemple. Ça aurait pu complètement être ça, mais là cette fois c'est lui qui accepte d'accueillir Dedra parce qu'il sait qu'il veut pas sacrifier Cléa. Cléa, il a tout ce qu'il a fait, c'est pour elle, et il veut qu'elle voie, et c'est elle qui contient les informations sur l'étoile de la mort qu'ils doivent transmettre pour Rogue One, on va dire. Et donc elle doit voir le soleil qu'il a aidé à construire. Lui, il le mérite pas assez. Et donc
Donc j'ai bien aimé le fait qu'il se sacrifie pour Cléa déjà, et ensuite il choisit de provoquer Daedra. Du coup j'ai bien aimé cette séquence qui fait très Inglourious Basterds, encore une fois avec Daedra, où les deux font genre qu'ils sont pas conscients que l'un et l'autre, etc. J'ai bien aimé les termes très métaphoriques de Luthien, où il dit que oui, il y a deux objets qui sont peut-être faux dans l'antique, donc qui est la lame qui va utiliser, qui est une lame sacrificielle, qui rend du coup la mort de Luthien encore plus valeureuse, entre guillemets, dans son sacrifice, alors que c'est un suicide, hein, donc il est pas censé avoir de valeur, mais bref, et que le fait que l'autre objet non identifié c'est lui, hein, du coup, donc ça marchait assez bien. Et moi j'ai adoré le moment où t'as Daedra qui sort le Star Path Unit, j'ai fait « Ah, la boucle bouclée !» La saison 1, la saison 2. J'ai trouvé ça super cool. Comme idée de conclure la confrontation entre Daedra et Luthien, donc ça marchait super bien. Une confrontation vaine, exactement comme on en parlera, la confrontation entre Cassian et Cyril, parce que ce sont deux antagonistes qui ont cherché ses ennemis depuis des années, et une fois qu'ils les retrouvent, ils partent défaitistes malgré tout, quoi. Dans le sens où Luthien, du coup, bah, en plus c'est une discussion très courte, très brève, mais tout ce qui doit être dit est dit, en fait. Luthien dit que la rébellion est déjà partie, qu'elle est plus là, que maintenant moi je sers plus à rien, que mon héritage est déjà là, que vous êtes trop tard, que moi je sers plus à rien, qu'il n'y a plus rien à faire ici, et que tout est foutu, et donc ensuite il se suicide, ce qui évitera à Luthien de parler et de dévoiler la cachette de la rébellion. C'est comme quand il disait Yavin à Loni, on savait qu'il était condamné quand il avait dit le mot Yavin, c'est le mot qu'il faut pas dire, bien sûr. Donc il meurt pour Galen Erso, il meurt pour les plans de la, pour l'étoile de la mort, il meurt pour tous ces mots-là qui doivent être transmis à l'Alliance Rebelle, et donc la Rogue One sera causée grâce à lui, et donc j'ai trouvé que la mort de Luthien faisait très Luthien, pour le coup, ça marchait très bien, avec le fait qu'il se suicide avec une arme de sacrifice, le fait qu'il se tue lui-même avec un objet de valeur historique, donc comme si lui allait appartenir à l'histoire en mourant de cette manière-là, et le fait qu'il se tue parce qu'on sait qu'il est prêt à prendre sa vie pour la rébellion, c'était absolument parfait, et le fait que du coup Daedra perde et panique dans cette séquence-là, le fait que le bouquet final de cette séquence-là, c'est que Luthien se fasse tuer par Cléa, que Cléa tue Luthien parce que c'est ce qu'il aurait voulu, et j'ai l'impression que dans le moment où elle désactive du coup la machine qui le maintenait en vie, j'ai l'impression qu'on ressent un peu un moment de paix de Luthien. J'ai l'impression quand il meurt, quand il respire l'oxygène une dernière fois, j'ai l'impression qu'il est apaisé au moment de sa mort, qu'il sait que Cléa a fait le bon boulot et qu'il meurt en paix. Et donc il a une mort qui contraste un peu avec la naissance de Dark Vador qui naît dans le noir et dans la cruauté, et lui qui meurt dans une lumière pleine allumée, dans la lumière de la rébellion. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une mort, on aurait pu s'attendre à une mort beaucoup plus violente de sa part, et en fait ils ont réussi à rendre tout ça très poétique, et j'ai trouvé ça très beau. Notamment que le personnage de Cléa est, comme j'ai dit, très impressionnante pour l'actrice, très impressionnante parce que c'était son premier rôle à la télé, en fiction en général. Donc extrêmement bluffante, Elisabeth Dulow, qui était un personnage qui était secondaire dans la première saison, mais qui était déjà très charismatique dans l'alchimie qu'elle avait avec Luthien. Et là, on développe cette alchimie beaucoup plus, notamment avec toute la partie où elle doit enlever le mouchard avec Loni, où elle fait chier Loni, elle fait croire à Loni qu'ils doivent flirter ensemble, etc. J'ai bien aimé qu'on montre à quel point Luthien et elle sont intelligents de manière... Parce qu'en fait, le mouchard, ils le mettent pile dans la structure qui nécessite d'être touché, ce qui fait que ça paraît pas étrange qu'ils sortent le mouchard, qu'ils touchent le mouchard dans la structure, du coup. Donc encore une fois, c'est très bien écrit. Et tout l'arc de Cléa, du coup, où Luthien se sacrifie, elle lâche un petit sourire quand Luthien dit qu'on a déjà utilisé tout le parfait, donc on sent que c'est la fin, et c'est assez triste, et donc elle tue Luthien, et donc c'est intéressant de voir ce sentiment de conflit entre le fait de tuer Luthien, parce qu'à la fois c'était un père pour elle, mais à la fois, il a commis des actes ignobles pour tout ce qu'il a fait, il voulait pas la considérer comme sa fille dans un sens, alors que c'était quand même un peu sa fille. Donc c'était très intéressant à développer comme relation, une relation très ambiguë qui était très fascinante, et qui nous montre, du coup j'ai trouvé ça très intéressant de voir une Cléa qui a toujours été bien coiffée, bien habillée avec son identité cachée, qui maintenant vit enfermée dans une chambre, décoiffée, fatiguée, sans objectif précis à part diffuser les informations de Luthien. Quand Cassian arrive, elle veut pas du tout y aller à Yavin, Luthien est mal vu. J'ai bien aimé voir une Cléa complètement déconstruite, sans Luthien. J'ai trouvé que c'était un choix très intéressant, jusqu'à que Vel, à la fin de la série, lui rassure du coup sur le fait qu'elle sera pas tout seule, qu'elle a des amis partout, et ça j'ai adoré. I have friends everywhere, j'avais adoré la séquence où Luthien dit à Mon Mothma I have friends everywhere, parce qu'à la fois c'était une menace qu'il faisait envers Mon Mothma, et à la fois c'était le code que Mon Mothma devait connaître quand Cassian allait la sauver. Donc encore une fois l'écriture. Voilà. Et voilà, donc j'ai bien aimé cette fin de Cléa qui se balade dans la pluie toute seule, sans but,
et qui se rend compte que oui, elle peut trouver un avenir à Yavin, trouver une rébellion, et vraiment vivre, voir le soleil que Luten va créer. Donc Léa, très très bon personnage, qui a vraiment eu son moment de gloire dans le final, où vraiment la séquence de l'hôpital, l'actrice est tellement forte. J'ai adoré, la séquence était très très marrante avec la mamie alien, ça marchait très très bien. Mais la séquence, l'actrice est tellement forte dans toute la partie. D'ailleurs, ils auraient pu utiliser des casiers, mais non, ils ont quand même créé des trucs de SF à la place. Ils se sont fait tellement chier sur la DA. Ils sont trop forts dans cette série. Et donc ouais, trop forte de manière à passer pour une meuf sérieuse qui va attaquer l'hôpital. Et puis boum, elle s'est passée pour une gentille médecine face à un trooper. Donc ça marchait excellemment bien. Et encore une fois, magnifique personnage.